Je suis arrivé en retard au tribunal pendant que ma femme et son amant riaient, complètement ignorant de la surprise dévastatrice qui allait s'abattre sur eux. À 10h03 précise, l'horloge de la salle d'audience a émis un léger cliquetis que personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Mais moi, si. Ce matin-là, je remarquais tout. La sensation d'air trop sec. La façon dont ma chaussure m'écorchait le talon. La façon dont deux personnes assises au premier rang se penchaient l'une vers l'autre et riaient doucement, comme si elles partageaient une blague privée au cinéma plutôt que dans un tribunal. Ma femme et l'homme avec qui elle m'avait trompé étaient en train de rire. Je n'étais pas encore dans la pièce. Je le sais parce que plus tard, quand j'ai repassé toute la scène dans ma tête, ce que je fais plus souvent que je ne le devrais, cet instant s'est gravé dans ma mémoire comme un arrêt sur image. Ils pensaient que je ne viendrais pas. Ils pensaient que j'étais en retard parce que j'étais faible, désorganisé, dépassé par les événements. Ils pensaient que la partie était déjà gagnée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais assis dans ma voiture, de l'autre côté de la rue, les mains tremblant tellement que je n'arrivais pas à tourner la clé de contact. Non pas parce que j'avais peur du juge, ni parce que je craignais de perdre le procès. J'avais déjà perdu des choses bien plus importantes que des biens immobiliers ou de la paperasse. J'avais peur d'entrer dans une pièce où ma vie était devenue la chute d'une mauvaise blague. 6 mois plus tôt, je croyais encore aux soirées tranquilles et aux listes de courses partagées. Maintenant, mon mariage se résumait à un numéro de dossier juridique, et la femme à qui j'avais un jour confié mon avenir ricanait à côté d'un autre comme si tout cela n'était qu'un simple divertissement. J'ai fixé les marches du palais de justice et je me suis dit très calmement, très stupidement, que si j'attendais juste une minute de plus, peut-être que rien de tout cela ne serait réel. À l'intérieur, la greffière s'est raclé la gorge. Quelque part, un stylo a cliqué. Le juge a ajusté ses lunettes. Le temps continuait d'avancer sans me demander ma permission. J'ai fini par ouvrir la portière de la voiture. En traversant la rue, je pouvais encore les voir à travers les grandes baies vitrées. Ma femme, la posture détendue, confiante, était adossée à sa chaise. L'homme à côté d'elle croisait les bras comme s'il était à sa place, comme s'il avait mérité ce siège. Et puis, elle lui a souri. Un petit sourire complice, le genre de sourire qu'elle me réservait quand nous partagions un secret. Ce sourire m'a fait plus de mal que l'infidélité elle-même. Quand j'ai poussé la porte de la salle d'audience, les gonds ont grincé avec un bruit bien trop fort. Les têtes se sont tournées. Ma femme s'est retournée en dernier. Son sourire n'a pas disparu tout de suite. Il s'est figé, bloqué à mi-chemin, comme si son visage n'avait pas encore reçu le message. J'ai croisé son regard. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Le juge avait l'air agacé. La greffière avait l'air soulagée. Ma femme avait l'air confuse. Et l'homme à côté d'elle, il avait l'air irrité, comme si j'étais arrivé en retard à une réunion pour laquelle je n'étais pas assez important. Bref, j'ai pris place sans dire un mot. Je ne me suis pas excusé. Je ne me suis pas justifié. Mes mains ont enfin cessé de trembler, ce qui m'a surpris. Je me sentais étrangement calme, trop calme, comme si le pire était déjà passé. Ma femme s'est penchée vers lui et a de nouveau chuchoté quelque chose. Il a eu un petit sourire en coin, un vrai rictus, comme si c'était toujours drôle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé une chose qui a tout changé, il croyait vraiment savoir comment cette histoire allait se terminer. Il n'avait aucune idée que la raison de mon retard n'avait rien à voir avec la panique, les embouteillages ou le stress, mais tout à voir avec le timing. Un timing très précis. Car le choc qui les attendait n'était ni théâtral ni bruyant. Il était silencieux, documenté, permanent, et il était sur le point de s'abattre sur eux. Je sentais leur regard sur moi, mais j'ai refusé de les regarder en retour. Je ne voulais pas voir leur visage suffisant ou leurs petites blagues murmurées. Je suis simplement resté assis là, posant calmement une petite enveloppe Kraft sur le bureau devant moi. Rien de dramatique, rien d'extravagant, juste du calme. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, non pas en poids, mais en signification. Cette enveloppe était la raison de mon retard. La raison pour laquelle j'avais attendu dans ma voiture jusqu'à 10 heures précises, car chaque seconde comptait. Le juge s'est raclé la gorge. Monsieur le Tellier, vous êtes en retard. J'ai hoché la tête, sans chercher d'excuses. Cela ne se reproduira plus, monsieur le juge, ai-je marmonné, la voix sèche. De l'autre côté de l'allée, Ophélie s'est penchée vers Célestin. Ouais,
le mécano avec sa petite playlist. Ils échangeaient des murmures comme des adolescents au fond d'une classe. Je détestais voir à quel point tout cela leur semblait normal, comme si détruire un mariage n'était qu'une simple corvée à rayer d'une liste. Demander le divorce, partager les biens, sourire pour la victoire. L'avocate d'Ophélie s'est levée et a commencé son numéro habituel, me dépeignant comme un mari négligent, distrait, qui la faisait se sentir invisible. J'avais déjà entendu tout cela lors des réunions préalables, mais ça piquait toujours autant. Ma cliente a été émotionnellement abandonnée. Elle s'est sentie isolée dans sa propre maison pendant des années. Isolée. Elle recevait plus d'attention de la part des hommes qu'une vedette de cabaret à Pigalle. Elle souhaite simplement un nouveau départ, monsieur le juge. Une rupture nette. Une rupture nette. C'est ce qu'ils disent toujours. Comme si on cassait un crayon en deux pour le jeter. Mon avocat, maître Beaumont, s'est enfin levé. Je le connaissais à peine. Il m'avait été recommandé par un collègue de travail, et nous n'avions eu que 2 longues réunions, mais il était efficace, froid, pas méchant, juste tranchant. Avant de poursuivre, dit-il d'un ton fluide, nous aimerions soumettre de nouveaux éléments à la Cour. Ceci concerne directement le partage du patrimoine et la chronologie de certains développements romantiques qui n'avaient pas été divulgués précédemment. L'avocate d'Ophélie s'est raidie. Objection. Ceci n'a pas été soumis par les voies réglementaires. Beaumont n'a pas scié. C'est une preuve de fraude, monsieur le juge, et cela affecte directement la prestation compensatoire et la répartition des biens. Cela a capté l'attention de tout le monde. Même Célestin s'est redressé. Le juge a ajusté ses lunettes et a fait signe à l'huissier de récupérer l'enveloppe. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. J'ai juste regardé le visage d'Ophélie changer. De la confusion d'abord, puis un petit pli d'inquiétude entre ses sourcils. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient 6 mois de rapports de détective privé, de relevés bancaires, de transcriptions de SMS et une déclaration signée très particulière. Voyez-vous, le truc avec Célestin, c'est qu'il n'était pas seulement le type qui avait brisé mon mariage. C'était aussi un type qui avait 2 enfants et une décision de justice lui interdisant de quitter le territoire avec eux sans accord. Ce petit week-end que lui et Ophélie avaient passé à Monaco, eh bien, cela violait son accord de garde. Et devinez qui avait documenté chaque étape de ce voyage? Mon détective privé, Étienne. Le meilleur investissement de ma vie. Mais ce n'était pas le clou du spectacle. Le véritable choc se trouvait dans les relevés bancaires. Il s'avérait qu'Ophélie et Célestin utilisaient mon argent pour payer presque chaque hôtel, vol et repas. Pas seulement nos comptes joints, mais mes économies personnelles, siphonnées via un vieux virement automatique qu'elle avait oublié de supprimer. Le juge a ouvert l'enveloppe et a commencé à feuilleter les documents. Je ne pouvais pas voir clairement son expression, mais son silence suffisait. Ophélie m'a alors regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, elle ne souriait plus. Ses yeux ont balayé la pièce, sont revenus vers le juge, pour finalement se baisser sur ses genoux. Célestin a de nouveau eu l'air irrité, puis nerveux. Le juge a posé les papiers et s'est adossé à son fauteuil. Nous allons faire une courte suspension d'audience, a-t-il déclaré. Ensuite, je m'entretiendrai avec les avocats en privé dans mon bureau. Et juste comme ça, la dynamique a basculé. Plus personne ne riait. Je suis resté immobile. Pas de jubilation, pas de triomphe, juste le poids silencieux de 6 mois de chagrin, de trahison et de planification minutieuse qui se mettaient enfin en place. Je me suis dit de ne pas en profiter, mais une part de moi l'a fait. La suspension a paru durer une éternité. Je n'ai pas bougé de ma chaise. Ophélie, en revanche, n'arrêtait pas de s'agiter sur la sienne, comme si le coussin s'était soudain transformé en un tas d'aiguilles. Célestin s'est penché et lui a encore chuchoté quelque chose. Mais cette fois, elle n'a pas souri. Elle n'a même pas répondu. Elle regardait droit devant elle, la mâchoire serrée, et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois, son sang-froid se fissurait. C'était nouveau. C'était intéressant. J'avais passé une demi-année à me noyer dans le silence, à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, à rejouer nos conversations, à me demander si j'aurais dû prendre plus de congés. Si j'aurais dû aller à cette retraite pour couple dont elle m'avait envoyé le lien un jour sans jamais m'en reparler. J'avais porté chaque once de culpabilité qu'elle m'avait jetée à la figure et j'en avais fait mon foyer. Et maintenant, pour la première fois,
La salle d'audience était silencieuse, mais pas parce que je ne savais pas quoi dire. C'était eux qui ne savaient plus. Maître Beaumont était assis à côté de moi, les bras croisés, totalement imperturbable face à la tension ambiante. Le type aurait pu regarder de la peinture séchée qu'il aurait eu la même expression. Mais moi, j'essayais de garder une respiration normale. J'avais les paumes moites, même si la climatisation tournait à fond. Ce n'était pas encore la victoire. Ce n'était que le début de leur effondrement. 10 minutes plus tard, le juge est revenu de son bureau. Son ton était plat, officiel, mais j'ai remarqué avec quel soin il évitait le regard de l'avocate d'Ophélie. Nous avons examiné les preuves soumises, a-t-il commencé, feuilletant quelques pages comme pour se rappeler le poids qu'elles représentaient. Il y a ici de sérieuses implications concernant le détournement de fonds matrimoniaux et de fausses déclarations chronologiques. L'avocate d'Ophélie s'est raclé la gorge. Monsieur le juge, nous souhaiterions du temps pour. Vous l'aurez, l'a interrompu le juge fermement. Mais d'abord, je suspends temporairement toute décision concernant le partage financier et la prestation compensatoire jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. Boum. On pouvait l'entendre dans la pièce. Ce changement subtil, cette baisse de pression atmosphérique quand le rapport de force s'inverse. Célestin s'est renfoncé dans sa chaise un peu trop vite, comme si quelqu'un venait de donner un coup de pied dedans. Ophélie a cligné des yeux une fois, 2 fois, puis a baissé les yeux, comme si les rainures en bois de la table étaient soudainement devenues la chose la plus importante au monde. Mais je n'en avais pas terminé. Beaumont s'est levé. De plus, nous demandons à la Cour d'autoriser une déposition sous serment de Monsieur Vasseur. Il a fait un geste vers Célestin sans le regarder. Point concernant son implication dans les finances de Madame Letellier ainsi que leur voyage conjoint à l'étranger pendant le mariage, ce qui pourrait avoir une incidence à la fois sur la garde de ses enfants et sur le partage des biens. Là, Célestin a enfin pris la parole. Oh, attendez une minute, dit-il en essayant de rire comme si tout cela n'était qu'un énorme malentendu. Je ne savais même pas qu'elle était encore officiellement mariée. Ça m'a fait ricaner à voix haute. Je ne l'avais pas prévu, mais c'est sorti tout seul. C'était un mensonge tellement ridicule que même la greffière a haussé les sourcils. Les yeux d'Ophélie se sont écarquillés, se tournant à peine vers lui. Célestin, a-t-elle murmuré, comme un avertissement. Trop tard. Beaumont a rebondi instantanément. Donc, Monsieur Vasseur confirme une relation romantique pendant le mariage légal, avec chevauchement financier. Merci, monsieur le juge. Nous le noterons pour le procès-verbal. Célestin a fermé la bouche. Ophélie a fermé les yeux. Le juge a pris une autre note et s'est levé. Nous reprendrons dans une semaine pour examiner les conclusions. L'audience est levée. Le coup de marteau a retenti. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le genre de silence qui n'est pas vide. Il était rempli de mensonges qui s'effilochent, de confiance brisée et de panique silencieuse. Les gens ont commencé à sortir. Je me suis levé lentement, sentant chaque centimètre de ma colonne vertébrale se raidir. Célestin se dirigeait déjà vers la porte. Il n'a même pas jeté un regard en arrière vers Ophélie, mais elle m'a regardé. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était de l'incrédulité. Ce regard écarquillé que quelqu'un vous lance quand il réalise que le sol sous ses pieds s'est déjà effondré et qu'il commence tout juste à tomber. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais pas besoin de la laisser tomber. Je n'ai pas quitté la salle d'audience tout de suite. La plupart des gens étaient déjà partis, les chaises se vidant rapidement comme le décor après une mauvaise pièce de théâtre. Mais je suis resté debout près de la table de la défense, fixant l'enveloppe vide devant moi. Toute cette planification, toutes ces nuits passées à douter de moi-même, à rassembler des reçus et des documents, pour les remettre discrètement à Étienne, ce détective privé qui ne posait pas de questions, qui faisait juste son travail. Tout cela avait enfin porté ses fruits. Je ne me sentais pas victorieux. Pas encore. Je me sentais stable, ce qui était étrange. Comme si j'avais marché dans une maison en feu pendant des mois, et que je venais tout juste de franchir la porte pour réaliser ce qu'il en restait. À l'extérieur du palais de justice, j'ai aperçu Ophélie debout près des marches en pierre. Le téléphone serré dans une main, l'autre agrippant son manteau comme s'il s'agissait d'une armure. Elle n'était pas partie avec Célestin. Il était sorti par l'autre porte, se dirigeant à grands pas vers son 4x4 sans même un regard pour elle.
Il ne l'avait même pas attendu. Voilà ce que valait leur amour. Un désagrément au tribunal, et il s'était volatilisé. J'imagine qu'elle pensait que je passerais devant elle sans rien dire. Ou peut-être pensait-elle que j'étais toujours l'homme qu'elle avait quitté, celui qui n'osait pas la regarder dans les yeux, qui tressaillait quand elle haussait le ton, qui s'excusait d'avoir demandé pourquoi elle rentrait à 2 heures du matin en sentant le savon d'hôtel. Mais cet homme-là était mort quelque part autour de la 2e fois où elle avait menti en disant qu'elle travaillait tard. J'ai ralenti en arrivant au marché, pour la première fois depuis 1 an, je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi, ai-je demandé doucement. Pas de colère, pas de cri, juste ce seul petit mot stupide. Ses yeux étaient déjà rouges. Peut-être d'avoir pleuré. Peut-être d'avoir essayé de ne pas le faire. Elle n'a pas répondu. Pas au début. Puis elle a expiré bruyamment, comme si elle était enfin prête à dire ce qu'elle avait répété. Je ne pensais pas que tu allais vraiment te battre contre moi pour ça, a-t-elle dit. Ça a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai ri amèrement. Ouais, je m'en doutais. Elle a secoué la tête, comme si j'étais déraisonnable, comme si exposer la vérité était une sorte de trahison de ma part. Laurent, ça n'avait pas à devenir aussi laid. C'est toi qui as rendu ça laid, ai-je répondu, la voix commençant à se briser. Tu pensais pouvoir prendre la maison, la voiture, et même Marcel. C'était la suggestion de mon avocate, a-t-elle rétorqué un peu trop vite. Arrête les jeux prévenus. Ne fais pas comme si ce n'était pas ce que tu voulais. Toi et Célestin cherchiez déjà des appartements ensemble avant même que les papiers du divorce ne soient déposés. Tu me faisais signer des déclarations d'impôts pendant qu'il choisissait des rideaux. Elle a tressailli, juste un peu, mais assez pour satisfaire quelque chose de petit et de brisé en moi. Tu étais gentil, avant, a-t-elle dit soudainement, d'une voix plus douce, comme si ce souvenir la blessait maintenant. Ouais, ai-je répondu. Je l'étais, jusqu'à ce que je réalise que gentil n'était qu'un autre mot pour dire facile à piétiner au point. Elle a détourné le regard, la mâchoire serrée. À nouveau ce silence, mais cette fois, ce n'était pas la tension du tribunal. C'était personnel, lourd de tous les mots que nous n'avions jamais prononcés et de tous les mensonges qu'elle avait racontés pendant le dîner. Je me suis éloigné sans rien attendre d'autre. Pas d'excuses, pas de phrase de fin. Je n'en avais pas besoin. De retour à ma voiture, je suis resté assis un long moment avant de démarrer. Pas parce que j'étais perdu ou confus, mais parce que j'avais fini de réagir. Pendant des mois, j'avais laissé les choses m'arriver. J'avais absorbé la douleur, la honte, les regards chuchotés au travail. Maintenant, les choses commençaient à aller dans l'autre sens. Je n'étais plus juste une histoire triste dans son rétroviseur. Et je savais autre chose qu'elle ignorait. La pire partie des preuves n'avait même pas encore été montrée au tribunal. Parce que pendant qu'elle et Célestin jouaient à la dinette dans mon dos, ils avaient laissé plus que des reçus. Ils avaient laissé des empreintes numériques. Et Étienne venait de m'envoyer quelque chose qui allait tout changer. J'ai reçu le message d'Étienne plus tard dans la soirée, alors que j'étais assis sur mon matelas posé à même le sol. Oui, elle avait pris le lit quand elle avait déménagé, ainsi que la plupart des meubles. Elle disait qu'elle n'arrivait à dormir nulle part ailleurs. Comme si l'appartement de son nouveau petit ami n'avait pas déjà une chambre entièrement meublée et exempte de toute culpabilité. Mais honnêtement, je m'étais habitué au sol. Il y avait quelque chose d'honnête là-dedans. Pas de coussin, pas d'illusion, juste la réalité. Le message était court, juste un fichier et une phrase, il a oublié de l'effacer. Je n'ai même pas eu besoin de demander de qui il s'agissait. Célestin. Évidemment, Étienne les surveillait depuis que je l'avais engagé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un type capable de démonter un moteur V8 les yeux bandés soit aussi imprudent avec ses traces numériques. Il s'est avéré que Célestin était de la vieille école pour tout, sauf pour une chose, il utilisait des sauvegardes sur le cloud comme un adolescent. Des photos, des messages, des mémos vocaux, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il ne mettait jamais à jour son mot de passe. Le même pour tout, Dieu du Cambouis 87. Très subtil. J'ai ouvert le dossier. Ce que j'ai vu n'était pas seulement incriminant, c'était insultant. Toute une bibliothèque de leur liaison. Des selfies pris dans des lits d'hôtel. Des captures d'écran de conversation où ils se moquaient de moi comme si j'étais un personnage de sitcom dont ils avaient hâte de se débarrasser. Un message d'Ophélie disait, il est tellement crédule, c'en est triste.
Je pourrais dire que je vais voir ma cousine et il y croirait. Encore une fois, je n'étais pas en colère. Pas à ce moment-là. J'étais sidéré par la facilité avec laquelle elle m'avait jeté. Pas seulement dans ses actes, mais dans sa façon de parler de moi. Comme si je n'étais qu'une réflexion après coup. Comme si mon amour était un stupide inconvénient qu'elle devait balayer sous le tapis pendant qu'elle sortait jouer à la poupée avec son nouveau mec. Mais ensuite est venue la véritable pépite, l'aveu financier. Célestin avait enregistré un mémo vocal la semaine précédant mon audience au tribunal. Une minute entière où il se défoulait, probablement ivre. Il parlait de la façon dont Ophélie lui avait promis qu'ils obtiendraient tout, qu'elle avait dit que je céderais s'il mettait assez de pression. Il admettait même qu'ils avaient délibérément retiré de l'argent de notre compte joint, pariant que je ne le remarquerais pas si les relevés étaient envoyés sur son adresse email. C'était plus qu'une trahison. C'était une stratégie. J'ai tout envoyé à Maître Beaumont avec une seule phrase, « Pouvons-nous utiliser ça ?» Sa réponse est arrivée dans l'heure, absolument. Ça change tout. Le lendemain matin, le tribunal a repris. Célestin n'était pas là. Sans surprise. Après le désastre de la semaine dernière, il s'était probablement dit qu'il était plus sûr de se cacher. Ophélie est entrée seule, le visage figé, les cheveux impeccables, vêtue d'un chemisier crème comme si elle allait bruncher. Mais je pouvais voir la panique palpiter sous sa peau. Elle ne m'a pas souri cette fois. Elle ne m'a même pas regardé. Beaumont n'a pas perdu de temps. Monsieur le juge, la défense a soumis des preuves numériques obtenues auprès du partenaire tiers de la partie adverse, documentant des violations de manipulation financière et des parjures sous serment. L'avocate d'Ophélie a à peine eu le temps de se lever avant que le juge ne lève la main. Laissez-moi voir ça. Ça n'a pas pris longtemps. Le juge a écouté l'audio 2 fois. J'ai observé Ophélie tout le temps. Elle est restée assise comme une statue, ses lèvres ne tressaillant qu'une seule fois lorsque sa propre voix a retenti dans l'un des enregistrements sauvegardés par Célestin, riant de la facilité avec laquelle elle avait pu déplacer de l'argent sans que je m'en aperçoive. Le juge s'est penché en avant, croisant les doigts. Madame Letellier, vous allez répondre directement à ces allégations sous serment, ou faire face à des conséquences judiciaires immédiates. Ophélie avait l'air prise au piège. Elle a cligné des yeux rapidement, comme si les mots n'étaient pas réels. Ma cliente souhaite demander une suspension de séance. A commencé son avocate. Refusé, a dit le juge froidement. Si ce que j'ai entendu est exact, cela va au-delà d'une procédure de divorce. Nous entrons dans le domaine pénal. Et voilà. Ophélie m'a regardé une seule fois, non pas avec fureur, ni même avec regret, mais avec peur. Pour la première fois depuis le début du désastre qu'était notre séparation, elle réalisait que je ne bluffais pas. Je n'étais pas venu pour perdre. Elle a essayé de s'en sortir par la parole. Bien sûr qu'elle a essayé. Ophélie a toujours pensé qu'elle pouvait se sortir de n'importe quelle situation en parlant. Elle s'est penchée vers la barre des témoins, la voix basse et douce, comme si elle s'excusait pour un livre rendu en retard à la bibliothèque, et non pour des mois de tromperie. Il n'a jamais été question de lui faire du mal, a-t-elle dit. Et j'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Me faire du mal ? Ce n'était pas juste un effet secondaire. C'était tout le plan de base. Elle a blâmé Célestin. Elle a dit qu'il faisait pression sur elle. Elle a dit qu'elle ne savait même pas qu'il enregistrait des choses. Elle a dit qu'elle s'était laissée entraîner dans quelque chose et ne savait pas comment en sortir. Et pendant un instant, on aurait dit que le juge l'écoutait, jusqu'à ce que Beaumont se lève et remette calmement une capture d'écran imprimée. C'était un message d'Ophélie à Célestin, clair comme le jour, garde les reçus, mais pas là où Laurent peut les voir. Si ça se passe comme je le pense, on sera sorti d'affaire avant même qu'il ne dépose un recours. Le silence dans la salle d'audience n'était pas théâtral. Il était chirurgical, précis, glacial. Le juge a plissé les yeux vers elle et s'est penché en avant. « Avez-vous écrit cela, Madame Letellier ?» Elle a hésité. C'était ça. Un battement de cœur de trop. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Le juge s'est tourné vers son avocate et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Vous devriez peut-être parler à votre cliente des conséquences d'un faux témoignage avant que nous ne continuions. » C'est à ce moment-là que j'ai su. Elle avait officiellement perdu le contrôle. Sa confiance n'était plus simplement fissurée. Elle était pulvérisée. Ses mains tremblaient maintenant,
et je l'ai vu les ramener sur ses genoux pour le cacher. Son avocate a demandé une pause de 10 minutes pour s'entretenir en privé avec elle. Elle a été accordée. Je les ai regardés disparaître derrière une porte latérale, et à la seconde où elle s'est fermée, j'ai expiré. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais tout contenu en moi. Beaumont s'est penché vers moi et a chuchoté, « Elle est coincée. Il n'y a plus de sortie de secours propre maintenant. » Et pour une fois, je ne me sentais plus comme un idiot pleurnichard laissé sur le bas-côté. Je me sentais comme quelqu'un qui avait enfin arrêté de supplier pour clore le chapitre, et qui avait commencé à écrire sa propre putain de fin. Pendant leur absence, j'ai fixé les murs du tribunal. J'ai repensé à la première fois où j'avais vu Ophélie, dansant pieds nus sur la plage lors d'un voyage en camping avec des amis. Elle riait comme quelqu'un qui ne devait rien au monde. J'étais le gars qui tenait la guitare mais qui ne savait pas en jouer. D'une façon ou d'une autre, elle m'avait choisi, mais elle ne m'avait pas gardé. Pas vraiment. Elle avait gardé la version de moi qui ne remettait pas les choses en question. La version qui acceptait sa distance comme une simple phase. Le gars qui la regardait disparaître un peu plus chaque jour en se reprochant son éloignement. Ce gars-là n'existait plus. Quand elle est revenue, ses cheveux étaient en bataille. Pas à cause du vent ou de la météo, mais à cause de ses doigts, du stress. Son maquillage paraissait soudain plus lourd, comme si elle avait vieilli de 10 ans dans un couloir. Elle ne m'a pas regardé en s'asseyant, pas une seule fois. Son avocate s'est levée et a annoncé qu'elle ne contesterait pas les dernières preuves. Elle retirait toutes les demandes de prestations compensatoires et renonçait à toute réclamation sur les biens communs, y compris la maison et la voiture. Pas de drame, pas d'excuses, juste le bruit de la capitulation. Mais le juge n'en avait pas terminé. « Monsieur le Tellier, a-t-il dit en se tournant vers moi. Souhaitez-vous procéder à des demandes reconventionnelles ?» Beaumont m'a regardé, attendant un signal. Et pendant un long moment, je n'ai rien dit. Parce que c'était le moment dont j'avais fantasmé pendant des mois. La voir brisée, vaincue, tout le monde dans la pièce connaissant la vérité. J'aurais pu aller plus loin. J'avais assez de preuves pour rendre les choses vraiment sordides, pour traîner son nom dans la boue bien au-delà des dossiers du tribunal. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas par pitié, mais parce qu'enfin, je m'en fichais. J'ai regardé le juge et j'ai secoué la tête une fois. Non, monsieur le juge. Je veux juste que ce soit terminé. Et cela, plus que tout le reste, a semblé la prendre au dépourvu, car elle ne s'attendait pas à de la clémence. Elle s'attendait à de la vengeance. J'ai signé les documents finaux le lendemain matin, avec un stylo mécanique et une main qui me semblait à peine appartenir. La greffière a à peine levé les yeux en faisant glisser chaque page sur le bureau. Initiale ici, signature complète ici et là. La fin légale d'un mariage de 5 ans tenait soigneusement dans 12 pages agrafées dans un coin. Ophélie n'était pas dans le bâtiment. Son avocate avait dit qu'elle signerait séparément, et honnêtement, j'étais soulagé. Je ne voulais pas la revoir. Pas comme ça. Pas après l'avoir vue se décomposer. Pas après avoir entendu son avocate se coucher comme avec une mauvaise main au poker. Pas après l'avoir entendu ne rien dire pendant que tout s'effondrait. Qu'y avait-il de plus à dire? C'était étrange. J'avais passé tellement de temps à imaginer ce moment, et maintenant qu'il était là, ça ne ressemblait ni à un feu d'artifice ni à la liberté. C'était comme se retrouver dehors après une tempête. On ne célèbre pas. On recommence juste à respirer. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la station-service, non pas parce que j'avais besoin d'essence, mais parce que j'avais besoin d'être dans un endroit normal, un endroit où personne ne savait qui j'étais ni de quel tribunal je venais de sortir. J'ai acheté un soda et je suis resté près de la voiture pendant 1 minute, regardant les voitures passer, regardant les gens exister sans savoir qu'ils traversaient le même monde dont j'essayais de m'extraire en rampant. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Je ne savais pas qu'il gardait ces enregistrements. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je voulais juste me sentir désiré à nouveau. C'était elle. Je le savais sans demander. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Le culot de ne pas s'excuser, de ne pas assumer la responsabilité, mais de ramener ça à elle. Elle voulait se sentir désirée, alors elle a vidé nos comptes, s'est moquée de moi dans mon dos, et m'a traîné au tribunal pour me voler la maison. Tout ça pour booster son ego. Je n'ai pas répondu.
Je ne l'ai pas bloqué non plus. Qu'elle regarde le message resté là. Qu'elle ressente le poids du silence pour une fois. Ce soir-là, je me suis retrouvé à marcher dans l'ancien quartier où nous vivions. La maison était toujours là, bien sûr, mais la lumière du salon était éteinte, vide, comme si sa tentative de nouveau départ avait calé. La lumière du porche clignotait. J'ai remarqué un colis sur la marche avec son nom dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était la fin de la version d'elle-même que j'étais pour elle. Celui dont elle pensait qu'il reviendrait toujours en rampant. Sauf que je ne rampais plus. De retour chez moi, dans ce minuscule duplex de location qui sentait encore les plats cuisinés au micro-ondes des anciens locataires, je me suis assis par terre, Marcel le chien ronflant à côté de moi. Ouais, j'ai gardé le chien. Elle ne s'est même pas battue pour lui à la fin. Peut-être parce qu'elle savait qu'il ne la suivrait jamais vers la sortie. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Tu crois qu'on se reparlera un jour? Je n'arrête pas de penser à la plage. Ce premier voyage. Je n'ai rien simulé à l'époque, je te le jure. Ça m'a serré la poitrine pendant une seconde. Juste une. C'était le voyage où elle s'était endormie sur mon torse, attrapant un coup de soleil et souriant, traçant des lignes sur ma clavicule avec ses doigts tout en chuchotant « Ne gâche pas ça, Laurent. Ne deviens pas comme tout le monde. » C'est drôle. C'est elle qui est devenue comme tout le monde. J'ai éteint le téléphone. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait une dernière chose que je ne lui avais pas dite. Une dernière surprise qui attendait en coulisses. Je ne l'avais pas planifiée par méchanceté. C'est arrivé naturellement, comme toutes les meilleures revanches. Vous voyez, quand quelqu'un passe autant de temps à vous sous-estimer, il oublie que vous pourriez être en train de construire quelque chose en arrière-plan. Elle pensait avoir tout pris. Mais il me restait une chose qu'elle n'avait pas vue venir. 6 semaines après la dernière audience au tribunal, je me tenais derrière une table pliante lors d'un petit salon des entrepreneurs locaux, serrant la main d'inconnus et expliquant ce que faisait ma petite start-up. Rien de clinquant, pas de panneaux luxueux, pas d'investisseurs, pas de buzz d'influenceurs, juste un logo que j'avais dessiné à 3 heures du matin et un service que j'avais créé à partir de ma propre frustration. Une plateforme numérique qui aide les gens à rassembler et organiser leur documentation juridique avant d'entamer une procédure de divorce. Propre, simple, valorisant, né directement du chaos auquel j'avais survécu. Les gens s'arrêtaient. Ils écoutaient. Quelques-uns m'ont demandé si j'avais de l'expérience dans ce domaine, et j'ai souri en répondant, plus que vous ne le croiriez. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, je le disais avec fierté, et non avec amertume. La plateforme avait commencé comme un projet parallèle, quelque chose pour m'occuper pendant que mon monde s'effondrait. Mais elle a grandi. Le bouche-à-oreille a fait son effet. Quelques blogs en ont parlé. Puis un podcast. Ensuite, un avocat spécialisé en droit de la famille à Lyon m'a proposé d'y référer ses clients. Je ne l'avais pas vu venir. Je n'en avais pas besoin. C'était à moi. Entièrement à moi. Et elle n'y était pour rien. Quelques jours plus tard, je l'ai revue. J'allais prendre un café dans un petit endroit près du palais de justice ironique, je sais quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom derrière moi. Je me suis retourné et elle était là. Ophélie, les cheveux plus longs, le visage fatigué, tenant un simple parapluie noir sous la bruine. Comme si la vie était soudainement devenue grise pour elle aussi. Elle a eu l'air surprise en me voyant sourire. « Tu as changé » a-t-elle dit. En effet, ai-je répondu. Il y a eu une pause. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus. Peut-être s'expliquer, peut-être s'excuser, peut-être retomber dans nos vieux schémas, mais je ne lui en ai pas laissé l'espace. Pas pour être cruel, juste pour protéger ma paix. La mienne. J'ai hoché la tête poliment et je suis passé devant elle. C'était tout. Pas de grand discours, pas de drame, juste un au revoir silencieux qu'elle ne s'attendait pas à voir devenir définitif jusqu'à cet instant. Dehors, la pluie avait cessé. Je suis resté sous un ciel nuageux, sirotant un café qui n'était même pas si bon que ça. Et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé savoir un an plus tôt, elle ne m'a pas détruit. Elle m'a révélé. Je n'étais pas l'homme dont elle s'était moquée au tribunal.
Je n'étais pas celui qui avait besoin de son approbation ou qui la suppliait de rester. J'étais l'homme qui était parti de rien et qui avait construit quelque chose de meilleur. Le juge lui a rendu la liberté qu'elle croyait vouloir. Mais moi, j'ai obtenu quelque chose de bien plus rare.